Il l'appelait la chercheuse d'or qui creusa sa propre tombe. Quand le marteau du juge frappa, finalisant le divorce le plus brutal dans l'histoire de New York, Linda se tint dans un silence absolu. Pas de larmes, pas de cris. Elle simplement signa les papiers qui la dépouillèrent de chaque sou, la laissant avec rien sinon les vêtements sur son dos. Son mari, son mari, le magnat de la technologie Marcus Thorne, rit en marchant dehors avec sa jeune maîtresse à son bras, pensant qu'il avait gagné. Il ne savait pas que le silence de Linda n'était pas la défaite. C'était un compte à rebours. Parce que le moment où elle sortit de ce tribunal, un secret valant des milliards était sur le point d'être déchaîné. Un qui ne ruinerait pas juste Marcus, il l'effacerait. Éclaircit la gorge. L'air dans la cour supérieure de Manhattan était éventé, recyclé et lourd du parfum de Cologne chère et de malheur imminent. Pour la galerie de spectateurs, reporters et paparazzi affamés, ce n'était pas juste une procédure légale. C'était une exécution publique. Linda Vance s'assit seule à la table du défendeur. Sa posture était rigide, son visage un masque d'indifférence de porcelaine. Elle portait un simple tailleur anthracite du rayon, un contraste frappant avec la laine italienne sur mesure portée par l'homme assis à 10 pieds de distance. Marcus Thorne, le PDG de Thorne Dynamics. Le visionnaire de la décennie. Il s'assit avec son bras drapé avec désinvolture sur le dossier de sa chaise, chuchotant quelque chose à l'oreille de son avocat principal, Sarah Jenkins, un requin en louboutin qui n'avait jamais perdu une affaire de divorce très médiatisée. M. Thorne soutient que la défenderesse Mme Vance a contribué précisément zéro à la valorisation de Thorne Dynamics, annonça Sarah Jenkins, sa voix tranchant à travers la salle d'audience. Elle arpentait devant le juge Arthur Pendleton, tenant un épais dossier financier. En fait, pendant leur mariage de 5 ans, Mme Vance n'a aucun dossier d'emploi, aucun actif à son nom, et a vécu entièrement de la générosité de mon client. L'accord prénuptial est inattaquable. Elle part avec ce avec quoi elle est venue. Rien, murmura la galerie. C'était humiliant. Il peignait Linda comme une sangsue, une femme qui avait attrapé un milliardaire et essayé de s'accrocher pour la vie, seulement pour être secouée. Marcus regarda Linda. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, contenaient une lueur de pitié triomphante. Il s'attendait à ce qu'elle se batte. Il s'attendait à ce qu'elle crie à propos des nuits où elle resta éveillée l'aidant à pratiquer ses argumentaires, ou du temps où elle le soigna à travers les ulcères induits par le stress quand l'IPO faillit échouer. Mais Linda ne dit rien. Madame Vance, le juge Pendleton regarda par-dessus ses lunettes. Avez-vous des contre-arguments concernant la validité de l'accord prénuptial? Linda se leva lentement. Ses mains étaient jointes devant elle. Elle regarda Marcus, puis le juge. Non, votre honneur, j'accepte les termes. Un halètement ondula à travers la pièce. Même Sarah Jenkins parut momentanément stupéfaite. Ils s'étaient préparés pour un bain de sang, une longue bataille prolongée pour la pension alimentaire. Vous acceptez? Demanda le juge, clarifiant. Vous comprenez que cela vous laisse sans pension alimentaire, sans revendication sur les propriétés matrimoniales dans les Hamptons ou Aspen, et sans option d'achat d'actions. Je comprends, dit Linda, sa voix ferme, basse et terrifiante de calme. Je ne veux rien de M. Thorne. Je demande seulement que mon nom de jeune fille soit restauré immédiatement. Marcus ricana, un son qui fut capté par les microphones. Il se pencha en avant. « Quel est le nom? » dit-il assez fort pour que la presse entende. C'est la seule chose qu'elle possède. Le marteau du juge frappa avec un son comme un coup de feu. Ainsi ordonné. Divorce prononcé. Quand la cour ajourna, le chaos éclata. Les reporters envahirent l'allée. Marcus se leva boutonnant sa veste et fut immédiatement rejoint par une jeune femme qui avait été assise au premier rang. Jessica Miller, son assistante exécutive de 24 ans,
et la raison pour laquelle le mariage avait pris fin. Jessica s'accrocha à Marcus, exhibant une bague en diamant qui était plus grosse que celle que Linda avait jamais portée. « Marcus, Marcus, comment ça fait d'être un homme libre? » Un reporter cria. « Ça fait profitable », lança Marcus, exhibant son sourire gagnant. Il se tourna vers Linda, qui rassemblait ses quelques papiers. Il s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel. « Tu as été intelligente d'abandonner, elle, chuchota-t-il, son souffle sentant la menthe et l'arrogance. Tu as presque réussi à t'en sortir avec dignité. Presque. Bonne chance pour la recherche d'emploi. J'entends dire que Starbucks embauche. » Linda finalement le regarda dans les yeux. Pendant une seconde, le masque glissa et Marcus vit quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la colère. C'était le regard d'un prédateur regardant sa proie tomber dans un piège. « Profite du tour de victoire, Marcus, » dit Linda doucement. « Tu as mérité ce qui t'attend. » Elle se tourna et sortit par la porte latérale, contournant la presse, se glissant dans l'ombre des rues animées de New York. 3 semaines plus tard, le penthouse donnant sur Central Park était un lointain souvenir. Linda vivait maintenant dans un appartement au 4e étage sans ascenseur dans le Queens. La peinture s'écaillait, le radiateur claquait comme un moteur mourant et la vue était un mur de briques. Pour le monde, Linda Vance avait cessé d'exister. Les tabloïds publièrent leurs histoires pendant quelques jours. Thorne réduit la Grèce, l'ex-femme silencieuse, des richesses à la misère, puis passèrent au scandale suivant. Marcus était partout sur la couverture de Forbes, lançant sa nouvelle initiative d'IA et en vacances à la Saint-Tropez avec Jessica. Mais à l'intérieur de l'appartement exigu, l'atmosphère était loin d'être désespérée. Elle était opérationnelle. La petite étale à manger n'était pas couverte de factures impayées, mais de 3 ordinateurs portables puissants, d'un téléphone satellite sécurisé et d'un coffre-fort biométrique. Linda s'assit sur une chaise ergonomique bon marché, tapant furieusement. La femme timide et silencieuse de Marcus Thorne était partie. À sa place se trouvait la femme qu'elle avait été avant de le rencontrer, la femme qu'elle avait cachée pour se protéger d'un passé bien plus dangereux qu'un tribunal de divorce. Son téléphone vibra, une ligne cryptée. Elle décrocha. « Statue, dit-elle. Le transfert est terminé, maman, » répondit une voix masculine, profonde, britannique et déférente. C'était Julian, son plus ancien confident. Le conseil d'administration de Thorne Dynamics se prépare pour la révision trimestrielle. Marcus pousse pour l'acquisition de Vanguard Tech. Il mise tout pour l'obtenir. « Il s'étend trop, » dit Linda, ses yeux balayant des flux de données sur l'écran central. Il pense que le prix de son action est invincible à cause des nouvelles du divorce. Il pense qu'il s'est débarrassé du poids mort. Il est arrogant, convainc Julian. Mais il laisse toujours la majorité de la face publique. Les actionnaires l'aiment. Ils aiment la projection de lui, corrigea Linda. Ils ne savent pas qui tient réellement la laisse. Elle ouvrit un fichier nommé Projet Eura-Or. C'était un réseau complexe de sociétés écrans, de trusts offshore et de sociétés de capital risque. La plupart des gens savaient que Marcus Thorne avait démarré Thorne Dynamics avec un investissement providentiel massif il y a 5 ans. Ce que personne ne savait, ce que même Marcus ne savait pas, était la source de cet argent. Il croyait qu'il venait d'un consortium d'investisseurs anonymes à Zurich. Il avait tort. L'argent venait du patrimoine Vance. Linda n'était pas juste une inconnue de nulle part. Elle était l'unique héritière de l'empire Vance Titanium, un héritage de richesse industrielle, si ancien et si privé qu'il n'apparaissait pas sur les listes de Forbes parce qu'il payait pour le garder hors. Elle l'avait quitté il y a 10 ans pour vivre une vie normale, pour trouver l'amour sans la complication de sa valeur nette. Elle pensait qu'elle avait trouvé cela avec Marcus. Elle avait utilisé un intermédiaire pour financer son rêve, gardant son identité secrète afin qu'il ne se sente jamais d'inférieur,
afin qu'il se sente comme un homme qui s'est fait tout seul. Elle avait joué la femme au foyer supportive, atténuant sa propre lumière pour qu'il puisse briller, et il la lui rendit en la trompant avec son assistante et en l'humiliant devant le monde entier. Maman, la voix de Julian coupa ses pensées. L'invitation pour le gala de charité du Metropolitan a été sécurisée. Marcus et Jessica seront les invités d'honneur. Parfait, dit Linda. Elle se leva et marcha vers le petit placard. À l'intérieur, enveloppée de plastique, se trouvait une robe qui coûtait plus que tout l'immeuble dans lequel elle vivait. Prépare la voiture, Julian. Pas la berline, la Phantom. Éclaircis la gorge et ton identité pour la soirée. Linda Vance est morte, dit-elle froidement. Ce soir, présente-moi comme la présidente de V Holdings. Elle raccrocha. Sur l'écran de son ordinateur portable, un graphique montrait le prix de l'action de Thorne Dynamics. Il était élevé, historiquement élevé. Monte plus haut, Marcus, chuchota-t-elle à la pièce vide. La chute te tuera plus vite. Pendant que Linda complotait dans le Queens, Marcus Thorne buvait du champagne dans un bureau au mur de verre 60 étages au-dessus de Manhattan. Chérie, viens voir cette vue. Jessica roucoula, appuyée contre la fenêtre. Elle portait une robe de soie qu'elle avait trouvée dans le placard, une que Marcus n'avait pas pris la peine de lui dire qu'elle appartenait autrefois à Linda. Marcus fit tournoyer sa boisson. « J'ai vu la vue, Jess. C'est ma ville. »« Notre ville, » corrigea-t-elle avec une moue. « Juste la nôtre. » Marcus sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Depuis le divorce, une étrange inquiétude s'était installée dans son ventre. C'était trop calme. Il s'attendait à ce que Linda revienne, mendiant de l'argent. Il s'attendait à un appel téléphonique ivre. Rien. « Monsieur Thorne !» Marcus se retourna. Son directeur financier, David Bradley, se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air pâle. « Pas maintenant, David. Je célèbre. »« C'est à propos de l'acquisition de Vanguard, » dit David, entrant dans la pièce et fermant la porte. « Nous avons un problème, une transaction bloquée. » Marcus fronça les sourcils, posant sa boisson. « Bloquée par qui? La FTC? » « Non, par notre groupe d'investisseurs principal, le consortium de Zurich. » Marcus rit. « C'est impossible. Ils sont des partenaires silencieux depuis 5 ans. Ils encaissent les chèques. Ils ne votent pas. »« Ils votent maintenant, » dit David, tendant une tablette. « Ils ont gelé les actifs liquides. Nous ne pouvons pas acheter Vanguard sans leur approbation. Et ils ont demandé une réunion d'urgence. »« Quand? » ?»« Ce soir, au gala. »« Le gala est une fête, pas une salle de conseil, » s'énerva Marcus. « Qui est la représentante? » Ils ne le diraient pas. Ils ont juste dit que l'associé gérant d'Ovi Holdings, la société mère du groupe de Zurich, serait présente et qu'ils voulaient vous parler. Marcus desserra sa cravate. Il n'aimait pas ça. Eve Holdings. Il n'avait jamais entendu ce nom et l'éclairci la gorge avait toujours traité avec des intermédiaires. Pourquoi sortir de l'ombre maintenant? Bien, grogna Marcus. S'ils veulent jouer les durs, nous jouerons. Je suis le visage de cette entreprise. Sans moi, leur investissement ne vaut rien. Je les charmerai, qui que ce soit. Elle, corrigea David. Marcus s'arrêta. Elle? Le mémo désignait l'associée gérante comme elle. Marcus ricana. Super. Une autre femme à gérer. Gardez l'équipe juridique en attente, mais hors de vue. Je ne veux pas effrayer les investisseurs. Je m'occuperai de cette femme ce soir. Obtenons sa signature et finissons-en. Il marcha vers Jessica et embrassa son front. Changement de plan, chérie. Ce soir n'est pas juste une fête, c'est des affaires. Porte la robe rouge. Nous devons ressembler à la royauté. Alors que Jessica piaillait de joie, Marcus regarda de nouveau par la fenêtre. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres rouges sang sur la ville. Il sentit de nouveau cette démangeaison, cette sensation d'être observé. Il la secoua. Il était Marcus Thorne. Il venait de gagner la plus grande bataille de sa vie contre sa femme. Il n'avait pas peur d'une bureaucrate d'entreprise. Le gala de charité du Metropolitan était le cœur du calendrier social de New York.
C'était un endroit où les alliances se forgeaient, les fortunes s'étalaient, et les réputations étaient soit polies jusqu'à briller, soit brisées sur le sol de marbre. Marcus Thorne entra sur le tapis rouge avec la confiance d'un roi. Les caméras clignotèrent dans un rythme staccato aveuglant. Il resserra sa prise sur la taille de Jessica. Elle rayonnait, s'imprégnant de l'attention, posant exactement comme elle l'avait pratiqué devant le miroir. Elle portait une robe cramoisie éclatante avec un décolleté plongeant, bruyante, agressive et indéniablement sexy. « Monsieur Thorne, par ici. Est-il vrai que Thorne Dynamics acquiert Vanguard? » cria un journaliste du Wall Street Journal. Marcus fit un pouce levé. « De grandes choses arrivent. Restez à l'écoute. » Il se sentait invincible. L'inquiétude précédente concernant le mystérieux investisseur s'était évanouie avec le premier verre de champagne millésimé. Il était Marcus Thorne. Il pouvait charmer n'importe qui. À l'intérieur de la grande salle de bal, l'atmosphère était épaisse de l'odeur de lys et de vieil argent. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin. Marcus naviguait dans la pièce, serrant la main de sénateur et de magnat de la technologie, présentant Jessica comme sa partenaire. « Où est cette femme mystérieuse de Fay Holdings? » chuchota Jessica s'ennuyant. « Je veux voir si sa robe est meilleure que la mienne. » C'est probablement une vieille mégère en tailleur-pantalon, ricana Marcus. Ne t'inquiète pas pour elle, je m'occuperai des affaires. Toi, sois juste jolie. Soudain, la pièce changea. Ce n'était pas un bruit, mais l'absence de bruit. Le bavardage près de l'entrée s'éteignit, se propageant jusqu'à ce que toute la salle de bal tombe dans un silence confus. Le quatuor à cordes hésita, puis s'arrêta. Tous les yeux se tournèrent vers le grand escalier. En haut se tenait une femme. Elle portait une robe de velours noir de minuit qui semblait absorber la lumière autour d'elle, structurée et architecturale, épousant une silhouette à la fois élégante et imposante. Des diamants, de vrais, lourds diamants vintage, pendaient de ses oreilles et encerclaient son cou. Ses cheveux, habituellement tirés en un chignon désordonné pendant son mariage, étaient maintenant une cascade lisse et sombre le long de son dos. Mais ce n'était pas la robe, c'était le visage. Marcus laissa tomber sa flûte de champagne. Elle se brisa sur le sol, projetant du verre et du liquide sur la robe rouge de Jessica, mais ni l'un ni l'autre ne le remarqua. « Linda », chuchota Marcus, sa voix se brisant. C'était elle. Mais ce n'était pas la Linda qu'il connaissait. La Linda qu'il connaissait était douce, apologétique, et se retirait devant le conflit. Cette femme descendit les escaliers avec la grâce lente et prédatrice d'une panthère. Elle ne regarda pas le sol. Elle regarda droit devant, ses yeux balayant la pièce avec un regard qui renvoyait les milliardaires au rang de simples paysans. Un murmure éclata dans la foule. « C'est l'ex-femme? Je pensais qu'elle était sans le sou. Regardez ces diamants. C'est le collier Romanov qui appartient à la collection de la famille Vance. » Linda atteignit le bas de l'escalier. La foule s'écarta instinctivement, créant un large chemin. Elle ne marcha pas vers le buffet ou le bar. Elle marcha directement vers la table VIP réservée au conseil d'administration de Thorne Dynamics. Marcus, se remettant de son choc, sentit une vague de colère. Comment osait-elle? Comment osait-elle se montrer ici comme ça, essayant de lui voler la vedette? Elle devait avoir dépensé tout son règlement de divorce. Non, elle n'avait pas eu de règlement. Elle devait avoir trouvé un sugar daddy. C'était ça. Elle avait trouvé un vieux fou pour parrainer sa tournée de vengeance. Il se précipita vers elle, l'interceptant au milieu de la pièce. Jessica trottait derrière lui, essayant d'essuyer le champagne de sa robe. « Linda !» siffla Marcus, lui attrapant le bras. Elle s'arrêta. Elle regarda sa main sur son bras, puis son visage. Son expression était celle d'un léger dégoût, comme si un chien errant lui avait sauté dessus. « Retire ta main, Marcus, dit-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un froid qui le glaça. « Qu'est-ce que tu crois faire? » demanda Marcus,
baissant la voix mais augmentant l'intensité. As-tu gâché cette vête? Qui t'a fait entrer? Si tu es là pour mendier de l'argent, c'est le mauvais endroit. Tu te ridiculises. Linda secoua doucement son bras pour se libérer. Elle brossa l'endroit où il l'avait touché comme pour essuyer de la saleté. Je ne suis pas ici pour toi, Marcus. J'ai des affaires à régler. Des affaires? Jessica rit, un son aigu et nerveux. Quelles affaires? Nettoyer les tables? Linda tourna son regard vers Jessica. Elle ne cligna pas des yeux. Elle regarda la jeune femme de haut en bas, disséquant son insécurité en une seule seconde. Jolie robe, Jessica. C'est dommage qu'elle soit tachée. Le tissu bon marché absorbe si vite les liquides. Jessica haleta. Sécurité. Marcus fit signe à un garde à la proximité. Faites sortir cette femme d'ici. Elle n'est pas sur la liste. Le chef de la sécurité, un homme corpulent nommé Frank, qui connaissait Marcus depuis des années, s'approcha, mais il ne regarda pas Linda. Il regarda Marcus avec une expression apologétique. « Je ne peux pas faire ça, Monsieur Thorne, » dit Frank. « Que voulez-vous dire par vous ne pouvez pas? Je suis le conférencier principal. C'est une intruse. » « Elle n'est pas une intruse, Marcus. » Une voix tonitruante interrompit. Marcus se retourna. C'était Charles Wellington, l'organisateur du gala et l'un des banquiers les plus puissants de New York. Charles ignora Marcus et inclina légèrement la tête vers Linda. « Mademoiselle Vance, » dit Charles avec une véritable révérence, « nous sommes honorés que vous ayez choisi de faire votre retour en société avec nous. Votre table est prête. » Marcus sentit la pièce tourner. « Mademoiselle Vance? »« Charles, qu'est-ce qui se passe? C'est mon ex-femme, elle n'est personne. » Charles regarda Marcus avec un mélange de pitié et de confusion. « Personne? Marcus? Ne savez-vous pas qui vous avez épousé? C'est Linda Vance, comme dans l'héritage Vance Titanium, comme dans la présidente d'Eve Holdings. » Les mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Evie Holdings, Linda Vance. La couleur s'échappa de son visage. « Non, » balbutia Marcus, « c'est impossible. Elle est graphiste. Elle découpe des coupons. » Linda fit un pas vers lui. La foule se pencha, avide de la mise à mort. « J'étais une femme qui voulait être aimée pour ce qu'elle était, pas ce qu'elle possédait, » dit Linda. Sa voix était claire et résonnante. « Je voulais construire quelque chose avec toi, alors je suis resté dans l'ombre. Je t'ai laissé penser que tu étais le génie. Je t'ai laissé penser que tu étais le pourvoyeur. » Elle se pencha près de lui, ses lèvres effleurant son oreille. « Mais la pièce est finie, Marcus. Tu voulais un divorce, tu en as eu un. Tu voulais que mon nom soit supprimé. C'est fait. Mais tu as oublié de demander d'où venait l'argent de ton entreprise. » Elle recula, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Je suis Evie Holdings, Marcus. Je possède 60% de ta dette et nous avons une réunion du conseil d'administration en ce moment. » La salle de conférence privée au niveau mezzanine de l'hôtel était insonorisée, mais le silence à l'intérieur était plus assourdissant que n'importe quel cri. Marcus était assis à la longue table en acajou, ses mains tremblantes. Jessica avait été empêchée d'entrer. Elle pleurait actuellement dans le hall. En face de Marcus était assis son directeur financier, David, qui semblait sur le point de vomir. Et à la tête de la table était assise Linda. Elle ne ressemblait plus à une ex-femme. Elle ressemblait à une PDG. À ses côtés se trouvaient 3 avocats très puissants et Julian, son homme à tout faire britannique. « Passons aux choses sérieuses, » dit Linda, ouvrant un dossier en cuir. « Vous voulez acquérir Vanguard Tech? Vous avez besoin des liquidités pour le faire. » « Linda, regarde. » Marcus commença, essayant de rassembler son célèbre charisme. Il se pencha en avant, adoptant son visage d'homme raisonnable. « Je sais que tu es blessé, je comprends. Le divorce a été compliqué. Mais c'est du business. Thorne Dynamics est sur le point de faire une percée. Si nous achetons Vanguard, l'action triple. Tu gagnes de l'argent, je gagne de l'argent.
Ne laissons pas les émotions faire échouer un accord d'1 milliard de dollars. Linda le regarda fixement. Tu ne comprends toujours pas. Tu penses que c'est une négociation. Elle fit glisser un document sur la table. David, dit-elle au directeur financier, lis le paragraphe 4, sous-section B du contrat d'investissement providentiel original. David ramassa le papier, ses mains tremblantes. Il ajusta ses lunettes. L'investissement principal de V Holdings est classé comme une note callable à haut risque. Marcus fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Continue à aller, commanda Linda. Ça signifie, David déglutit difficilement, que le prêteur, EV Holdings, se réserve le droit de rappeler le montant principal total plus les intérêts immédiatement après l'occurrence d'un événement qualifiant. Et qu'est-ce qu'un événement qualifiant? Demanda Linda. David lut plus loin, son visage devenant cendre. Un événement qualifiant inclut un changement dans le statut marital du PDG. La pièce devint silencieuse. Marcus fixa le papier. Tu as mis une clause de divorce dans l'investissement providentiel. Je ne l'ai pas fait, dit Linda calmement. Les avocats de mon père l'ont fait il y a 10 ans quand j'ai créé le trust. C'est une protection standard pour les actifs familiaux. Si j'épouse quelqu'un et que cette personne utilise mon argent pour construire une entreprise et ensuite me quitte, je récupère mon argent. Elle se pencha en arrière dans sa chaise. Le prêt est de 150 millions de dollars. Avec les intérêts composés sur 5 ans, tu me dois environ 210 millions de dollars. Je n'ai pas 210 millions en espèces, cria Marcus se levant. Chaque centime est immobilisé en actions et dans la nouvelle installation de R&D. Si tu rappelles ce prêt, tu mets la société en faillite. Correct, dit Linda. Tu es folle. Marcus frappa son poing sur la table. Tu brûlerais ton propre investissement juste pour me contrarier. Tu postes des capitaux propres. Si la société coule, tu perds aussi. Marcus, dit Linda, sa voix tombant dans un murmure plus terrifiant que ses cris. J'ai une valeur nette de 4 milliards de dollars. Perdre 100 millions est une déduction fiscale pour moi. Pour toi, c'est ta vie. Elle se leva et marcha vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je t'ai tout donné, Marcus. J'ai préparé tes repas. J'ai écouté tes argumentaires. Je t'ai tenu quand tu pleurais parce que tu avais peur d'échouer. Et quand tu as réussi, tu m'as regardé et tu as décidé que je n'étais pas assez brillante pour ta nouvelle vie. Tu m'as échangé contre une secrétaire et une couverture de magazine. Elle se tourna vers lui. Je rappelle le prêt. Tu as 24 heures pour virer les fonds ou EV Holdings demandera la liquidation immédiate de Thorne Dynamics pour récupérer les actifs. Tu ne peux pas faire ça, chuchota Marcus, la panique s'installant enfin. Les actionnaires, le conseil répond à l'argent, dit Linda. Et je suis l'argent. S'il te plaît, Marcus supplia. L'arrogance avait disparu. Il semblait petit. Linda, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je peux te donner un siège au conseil. Je peux te donner du crédit pour la fondation. Juste ne détruis pas l'entreprise. C'est mon héritage. Ton héritage? Linda haussa un sourcil. Cela m'amène au deuxième point. Elle fit un signe de tête à Julian. Julian s'avança et plaça un deuxième document sur la table. Pendant votre mariage, dit Julian avec son accent britannique net, Madame Vance a travaillé intensivement sur le code fondamental de l'IA Thorne. Nous avons des horodatage, des journaux de serveur et des validations originales de son ordinateur portable privé, prouvant que 80% de l'algorithme de base a été écrit par elle. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Elle a aidé, mais c'était mon idée. Les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Le code l'est, dit Julian. Puisque Mme Vance n'était pas une employée et n'a signé aucun accord de cession de propriété intellectuelle. Et puisque le travail a été fait avant l'incorporation de l'entité finale, elle possède le droit d'auteur sur le code de base. Linda sourit. J'émets un ordre de cessation et d'abstention, Marcus. Tu es interdit d'utiliser l'algorithme.
Sans lui, ta technologie n'est qu'une fantaisie botte en métal. Marcus s'effondra sur sa chaise. C'était un échec et mat, un démantèlement total et absolu de son existence. Tu as 24 heures, dit Linda, vérifiant sa montre en diamant. Je suggère que tu commences à vendre la maison des Hampton et le penthouse et la voiture. Elle se tourna pour partir. Linda, cria Marcus, le désespoir dans la voix. Pourquoi? Pourquoi as-tu attendu? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais? Linda s'arrêta à la porte. Elle ne se retourna pas. Parce que je voulais savoir si tu m'aimais ou l'argent, dit-elle. J'ai eu ma réponse. Elle sortit, laissant Marcus seul dans la salle de conférence silencieuse, le poids de sa propre cupidité l'écrasant en poussière. Alors qu'elle sortait dans le couloir, elle vit Jessica Miller assise sur un banc, le mascara coulant sur son visage. Jessica leva les yeux, voyant Linda. « Est-ce qu'il va bien? » demanda Jessica, sa voix tremblante. Linda s'arrêta. Elle regarda la jeune femme qui avait aidé à détruire son mariage. Elle ne ressentait plus de colère, juste de la pitié. « Il est fauché, Jessica, » dit simplement Linda. « Techniquement, il a environ 5 millions de dettes. Si j'étais toi, je rendrais cette bague avant que les huissiers ne viennent la chercher. » Linda marcha vers l'ascenseur, le bruit de ses talons claquant sur le sol en marbre, comme le tic-tac d'une horloge qui avait finalement manqué de temps. Le soleil du matin frappait les fenêtres du sol au plafond du penthouse de Marcus Thorne, mais pour la première fois, la lumière semblait exposée plutôt que triompher. Marcus n'avait pas dormi. Il arpentait le salon, son téléphone collé à son oreille. Le sol était jonché de tasses de café vides et des restes déchiquetés de la notification juridique que Linda lui avait signifiée. « Que voulez-vous dire? Nous ne pouvons pas l'arrêter !» cria Marcus au téléphone. « Vous êtes le meilleur avocat de New York. Obtenez une injonction. Affirmez qu'elle a commis une fraude. Elle a menti sur son identité pendant 5 ans. Cela doit annuler le contrat. » À l'autre bout de la ligne, Sarah Jenkins semblait épuisée. « Marcus, écoutez-moi. Une omission n'est pas une fraude dans ce contexte. Elle a utilisé son nom légal. Vous n'avez jamais posé de questions sur sa famille. La note collable à haut risque est étanche. La banque procède déjà au gel des comptes de l'entreprise. Si vous ne virez pas cet argent avant 17 heures, le shérif viendra cadenasser les portes. Alors gagnez du temps. » Marcus jeta le téléphone à travers la pièce où il se fissura contre le mur de marbre. Il regarda autour de lui. Le penthouse était silencieux. Jessica n'était pas là. Elle était partie il y a 1 heure, marmonnant quelque chose à propos d'aller chez sa mère. Il savait qu'elle ne reviendrait pas. Les rats fuyaient le navire. Mais Marcus Thorne n'était pas un rat. C'était un loup. Et un loup acculé est l'animal le plus dangereux qui soit. Il saisit son ordinateur portable. S'il ne pouvait pas gagner au tribunal, il gagnerait au tribunal de l'opinion publique. Il détruirait Linda avant qu'elle ne puisse détruire son entreprise. 11 heures du matin, la conférence de presse. Marcus installa un podium devant le siège de Thorne Dynamics. Il avait appelé tous les grands médias, CNN, Fox, le New York Times. Ils étaient tous là, ils sentaient le sang. Marcus sortit. Il avait l'air débraillé exprès. Pas de cravate, manches retroussées. Il voulait avoir l'air de la victime, le génie travailleur attaqué par une héritière vengeresse. « Mesdames et messieurs, » commença Marcus, ça éclaircit la gorge, voix tremblante d'une émotion feinte. « J'ai bâti cette entreprise depuis un garage. J'ai versé ma sueur et mon sang dans Thorne Dynamics, mais aujourd'hui elle est attaquée, non par des concurrents, mais par une femme en qui j'ai autrefois eu confiance. » Les caméras zoomèrent. Mon ex-femme, Linda Vance, s'est révélée être une espionne d'entreprise et une fraude. Marcus mentit, se penchant vers le microphone. Elle a caché son identité de milliardaire pendant tout notre mariage pour me manipuler. Maintenant, par dépit parce que notre mariage a échoué, elle utilise la richesse infinie de sa famille pour s'emparer hostilement du travail de ma vie. Elle ne se soucie pas des employés.
Elle ne se soucie pas de la technologie. Elle ne se soucie que de la vengeance. Il essuya une fausse larme de son œil. Je demande le soutien du public. Ne laissez pas le grand argent intimider l'innovation. Ne laissez pas Vince Titanium écraser le petit gars. Ce fut une performance brillante. Pendant un instant, les reporters murmurèrent avec sympathie. Twitter commença à bourdonner. Save the Thorn commença à devenir tendance. Marcus quitta la scène ressentant une vague d'espoir. Il avait orienté le récit. Il était l'outsider maintenant. Mais il avait oublié une chose. Linda regardait. Et Linda ne jouait pas selon les règles de la manipulation. Elle jouait selon les règles de la vérité. 11h15. La fuite. Alors que Marcus retournait dans le hall, son téléphone vibra. C'était une notification, puis une autre, puis un millier. Les écrans géants dans le hall de Thorn Dynamics, affichant habituellement les cours boursiers, scintillèrent soudainement. Le flux changea. C'était une vidéo. L'audio retentit dans le hall. C'était un enregistrement de l'intérieur de la salle de conférence datant d'il y a 3 ans. Narration vidéo. Marcus est assis, les pieds sur la table, tenant un verre de scotch. Il parle à David, le directeur financier. Les investisseurs. Marcus rit dans la vidéo. Au diable les investisseurs et au diable le code. Une fois que nous serons cotés en bourse, je vendrai la moitié de mes actions. Je me fiche que la technologie fonctionne réellement à long terme. J'ai juste besoin qu'elle ait l'air bien pour le lancement. Si elle s'effondre dans 2 ans, je serai sur un yacht en Méditerranée. David demande, « Et Linda? Elle travaille 18 heures par jour sur le patch. » Marcus ricane. « Linda est une bête de somme. Elle aime le travail acharné. Laissez-la taper. Je suis le visage. » Personne ne se soucie de la personne qui écrit le code, David. Il ne se soucie que de la personne qui le vend. Je la remplacerai dès que nous serons publics. La vidéo se termina. Le silence descendit sur le hall. Marcus resta figé, fixant son propre visage sur l'écran géant. Les employés, qui s'étaient rassemblés pour regarder son discours, se tournèrent pour le regarder. Leurs expressions allaient du choc à la pure haine. Il venait de dire au monde qu'il se souciait de l'entreprise. La vidéo prouvait qu'il était une fraude qui prévoyait de vendre les actions et de les abandonner. Puis une deuxième notification frappa les cycles de nouvelles. AV Holdings publia l'audit complet de Thorn Dynamics. Il montra que Marcus avait détourné des fonds de l'entreprise pour payer l'appartement de Jessica, la bague en diamant et ses voyages à Saint-Tropez. Il avait imputé des dépenses de luxe personnelles comme consultation de R&D. Le récit de l'outsider s'évapora en quelques secondes. Le hashtag #FakerSaveTheThorn fut instantanément remplacé par Sex Jail for Thorn. Marcus se tourna pour courir vers l'ascenseur, mais 2 hommes en costume bloquaient le passage. Pas des gardes de sécurité, des agents fédéraux. « Marcus Thorn » demanda l'agent principal brandissant un badge. « Nous avons un mandat pour votre arrestation concernant la fraude boursière et le détournement de fonds. Veuillez vous retourner et placer vos mains derrière votre dos. » Alors que les menottes claquaient sur ses poignets, Marcus regarda par les portes vitrées. De l'autre côté de la rue, une Rolls-Royce Phantom noire tournait au ralenti. La vitre arrière s'abaissa d'1 pouce. Il vit une paire de lunettes de soleil noires et un éclair de rouge à lèvres. Linda le regarda être poussé à l'arrière de la voiture de police. Puis la vitre se remonta et la voiture s'éloigna dans le trafic de New York. L'effondrement d'un empire ne se produit pas avec fracas. Il se produit avec le bruit sourd d'un marteau en bois. 6 mois s'étaient écoulés depuis le raid du FBI sur Thorn Dynamics. Pendant ce temps, le monde que Marcus Thorn avait construit. Un monde de murs de verre, de jets privés et de couvertures de magazines avait été méticuleusement démantelé brique par brique. La marque était radioactive. L'action avait été radiée, se négociant à 0. Les actifs étaient gelés, saisis et maintenant finalement liquidés. La vente aux enchères s'est déroulée dans une salle d'événements de haute sécurité anonyme à Midtown Manhattan, habituellement réservée aux faillites
qui exigeait de la discrétion, mais il n'y avait rien de discret à cela. C'était une frénésie. La pièce était remplie de ce que le monde des affaires appelait des vautours. Des gestionnaires d'actifs en difficulté, des patent trolls et des concurrents cherchant à dépouiller la carcasse pour des centimes de dollars. Marcus Thorne était assis au tout dernier rang. Il n'aurait pas dû être là. Son avocat lui avait déconseillé. « C'est du masochisme, Marcus, » lui avait-il dit. « N'allez pas les regarder et vous enterrer. » Mais Marcus ne pouvait pas rester loin. Il ressemblait à un fantôme de son ancien moi. Les costumes italiens sur mesure avaient disparu, saisis comme actifs ou vendus pour payer sa défense juridique. Il portait une veste prête à porter légèrement trop grande aux épaules, un indicateur flagrant des 30 kilos qu'il avait perdus à cause du stress. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, s'amincissaient et grisonnaient aux tempes. Il était assis, les mains jointes fermement sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Personne ne lui parlait. Des hommes avec qui il avait dîné, des hommes qu'il avait hébergés sur son yacht, passant devant lui comme s'il était un meuble. Il était pire que pauvre. Il était un paria, un fraudeur, l'homme qui avait essayé de tromper la famille Evans et s'était fait prendre. « Mesdames et messieurs, nous reprenons avec le lot 400, » annonça le commissaire-priseur. C'était un homme sec et clinique qui parlait avec l'efficacité sans émotion d'un croque-mort. Éléments de bureau et images de marque exécutive de la suite du 50e étage. Marcus regarda son bureau, le massif bureau en acajou sculpté sur mesure où il avait signé les documents pour divorcer de Linda, être roulé sur scène. Mise à prix, 500 $, le commissaire-priseur psalmodia. 600, cria un homme au premier rang. Marcus le reconnut. C'était le PDG d'une start-up rivale, un homme que Marcus avait un jour publiquement ridiculisé lors d'une conférence TechCrunch. 700 $, vendu pour 700 $. Marcus sentit la bile monter à sa gorge. Ce bureau avait coûté 40 000 $. C'était un symbole de son pouvoir. Maintenant, il était vendu au prix d'un ordinateur portable d'occasion à un homme qui le brûlerait probablement pour du bois de chauffage juste par ironie. La vente aux enchères dura des heures. Marcus était assis dans un état second, subissant la torture. Ils vendirent l'or du hall. Ils vendirent les racks de serveurs. Ils vendirent même les machines à expresso. C'était un effacement systématique de son existence. Finalement, la pièce devint silencieuse. La climatisation ronronnait, un bourdonnement bas qui ressemblait à un souffle retenu. « Nous passons maintenant au dernier lot de la journée, » dit le commissaire-priseur, ajustant ses lunettes. Il baissa les yeux vers son pupitre, puis leva les yeux vers la foule. Lot 405, les portefeuilles de propriété intellectuelle de Thorne Dynamics. Cela inclut tous les brevets enregistrés, la marque déposée et le code source de l'algorithme prédictif de Leah Thorne. La pièce bougea. Les gens s'assernaient plus droit. C'était le prix. C'était le moteur qui avait propulsé la valorisation de l'entreprise à 1 milliard de dollars. Malgré le scandale, la technologie était réelle. Le code fonctionnait. Tout le monde le savait. Marcus se pencha en avant, son cœur battant contre ses côtes. C'était son âme. Même s'il ne pouvait pas le posséder, il avait besoin de savoir qu'il allait à quelqu'un de digne. Peut-être Google, peut-être Microsoft, quelqu'un qui respecterait son génie. En raison des complexités légales entourant le droit d'auteur, commença le commissaire-priseur, choisissant ses mots avec soin. Et le litige en cours concernant la paternité, la mise à prix est exceptionnellement basse. Entends-je 1 million de dollars? Silence. Marcus fronça les sourcils. 1 million, cela valait des milliards. 500 000 $, demanda le commissaire-priseur, balayant la pièce du regard. Toujours le silence. Un murmure ondula à travers la foule. Marcus réalisa avec horreur ce qui se passait. Personne n'en voulait. Le procès que Linda avait intenté concernant sa paternité était si toxique, si inattaquable, qu'aucune entreprise ne voulait toucher au code. S'ils l'achetaient, ils achetaient le procès aussi.
Linda Vance avait effectivement empoisonné le puits. Mesdames et messieurs, c'est un code heuristique entièrement fonctionnel et à la pointe de la technologie, dit le commissaire-priseur, l'air désespéré. Entends-je 100 000 $? Un homme en costume gris leva sa palette. 10 000 $, soupira le commissaire-priseur. J'ai 10 000. Entends-je 20? 15? Une autre voix appela. C'était humiliant. Ils enchérissaient sur le travail de sa vie comme si c'était une voiture endommagée à une vente aux enchères de police. Puis les portes à l'arrière de la salle s'ouvrirent. Le bruit lourd des doubles portes se refermant résonna dans la pièce silencieuse. Les têtes se tournèrent. Linda Vance entra. Elle ne marcha pas comme une femme entrant dans une vente aux enchères. Elle marcha comme une reine entrant dans sa salle du trône. Elle portait un tailleur d'un blanc pur et aveuglant, un contraste saisissant avec le gris et le noir de la pièce déprimée. Ses talons claquèrent sur le sol en béton poli avec une précision rythmique militaire. Elle portait des lunettes de soleil foncé qu'elle retira lentement en marchant dans l'allée centrale. Le commissaire-priseur s'arrêta. Les enchérisseurs baissèrent leurs palettes. Linda ne regarda pas la foule. Elle ne regarda pas Marcus. Elle marcha directement vers le premier rang où un siège avait été laissé vide, comme si l'univers l'avait attendu. Elle s'assit, croisant éclaircit la gorge ses jambes, et posa sa palette sur son genou. « Nous avons une enchère de 15 000 $, balbutia le commissaire-priseur, clairement déstabilisé par son apparition soudaine. « Entends-je 20? » Linda ne leva pas sa palette. Elle parla simplement, sa voix claire, mélodique, et portant jusqu'à chaque coin de la pièce sans avoir besoin d'un microphone. « $? » La pièce se figea. Le commissaire-priseur cligna des yeux. « Je vous demande pardon, madame. »« $, répéta Linda. Elle tourna légèrement la tête, balayant du regard la pièce de capitaliste vautour. Son regard était accablant. « Je suis Linda Vance. Je suis la principale détentrice de créances sur la dette de cette entreprise. Je suis également l'auteur vérifié de 80% du code de ce lot. Si quelqu'un d'autre dans cette pièce enchérit sur cet article, mon équipe juridique qui se tient à l'extérieur vous signifiera une plainte pour violation de droit d'auteur avant même que vous ne puissiez marcher jusqu'à votre voiture. » Elle fit une pause, laissant la menace planer dans l'air comme une lame de guillotine. Alors, elle sourit, une expression froide et terrifiante. « Quelqu'un veut-il enchérir 2 $? » Le silence était absolu. Il était lourd, suffocant. L'homme qui avait misé 15 000 $ baissa lentement sa palette et la posa sur le sol. Le PDG qui avait acheté le bureau regarda ses chaussures. Personne ne bougea. Personne ne respira. Enchérir contre Linda maintenant n'était pas seulement un suicide financier. C'était un suicide social. Le commissaire-priseur regarda autour de lui, essuyant la sueur de son front. Il savait qu'il n'avait pas le choix. « J'ai une enchère de 1 $, croissa-t-il, une fois. » Marcus sentit des larmes chaudes et piquantes dans ses yeux. Il voulait se lever. Il voulait crier. Objection, il voulait vomir. 2 fois, Linda ne regarda même pas le commissaire-priseur. Elle regardait l'écran affichant la structure du code. Sa structure de code. « Vendu », murmura le commissaire-priseur. Frappant le marteau à Madame Vance, le son du marteau finalisa tout. C'était fini. L'héritage de Marcus Thorne avait été vendu pour moins que le prix d'une tasse de café. La pièce commença à se vider immédiatement. Les vautours avaient perdu leur proie. Ils ramassèrent leurs mallettes et se hâtèrent vers les sorties, désireux d'échapper à l'aura suffocante de domination que Linda projetait. Linda se leva. Elle marcha vers le pupitre, signa le pavé de transfert numérique et accepta le petit disque dur noir contenant les clés principales. Elle se tourna pour partir. « Linda !» La voix était cassée, brisée. Elle s'arrêta dans l'allée. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle prit une inspiration, se composant, puis pivota lentement sur son talon. Marcus se tenait au bout du rang. Il semblait petit. La grandeur qu'il avait définie pendant 5 ans avait disparu,
S'était effacé pour révéler l'homme insécure et effrayé en dessous. « Bonjour, Marcus, dit-elle. Son ton n'était pas en colère. Il n'était même pas triomphant. Il était indifférent. « Tu l'as pris, murmura Marcus, sortant dans l'allée. Il marcha vers elle, ses pas lourds. « Tu as vraiment tout pris. L'argent, la réputation et maintenant le code. Mon code. »« Ton code? » Linda haussa un sourcil. « Marcus, nous savons tous les deux que tu n'as pas écrit une ligne de code depuis l'université. Tu étais le vendeur. J'étais l'architecte. J'ai construit l'entreprise, cria Marcus, sa voix résonnant dans la salle vide. J'ai présenté le projet. J'ai eu les rendez-vous. J'ai mis mon visage sur des magazines. Ça compte pour quelque chose. Ça a compté. Linda hocha la tête. Ça a compté pour beaucoup. Ça t'a acheté un penthouse. Ça t'a acheté la gloire. Ça t'a acheté un style de vie que tu as clairement apprécié. Elle fit un pas de plus vers lui, ses yeux se durcissant. Mais tu as oublié la règle d'or des affaires, Marcus. Le vendeur est remplaçable. Le produit ne l'est pas. Marcus s'affaissa. Le combat le quitta. Éclaircit la gorge. Qu'est-ce que tu vas en faire? Demanda-t-il, sa voix tremblante. Vas-tu le renommer? Lancer Vance AI? Me frotter au visage que tu peux le gérer mieux que moi? Non, dit Linda. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit le disque dur. Elle le tint d'entre eux. Je ne veux pas diriger une entreprise de technologie, Marcus. Éclaircit la gorge. Je n'ai jamais voulu. Je voulais juste créer quelque chose qui aide les gens. C'est pourquoi je l'ai écrit. Pour optimiser les triages hospitaliers, pour aider la logistique de secours en cas de catastrophe. Tu l'as transformé en un outil de maximisation du profit. Éclaircit la gorge. Elle regarda le disque. Je le libère. Marcus la fixa. Quoi? Je libère le code source. Open source. Licence MIT. Il y a 10 minutes, mon équipe a déjà téléchargé le dépôt sur GitHub. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent d'horreur. Tu ne peux pas. C'est des milliards de dollars en propriété intellectuelle. Tu es juste en train de le donner. Oui, dit simplement Linda. Demain matin, éclaircit la gorge, chaque université, chaque hôpital, chaque start-up du monde aura accès à ce moteur. Ils peuvent l'utiliser, le modifier, l'améliorer gratuitement. Mais, balbutia Marcus, son cerveau n'arrivant pas à comprendre l'ampleur de son action. Mais alors, ça ne vaut rien. Pour toi, ça ne vaut rien, corrigea Linda. Pour le monde, c'est inestimable. Elle s'approcha, sa voix tombant à un chuchotement. Et tu sais le meilleur, Marcus. Puisque c'est open source, personne ne le possède, ce qui signifie que Thorn Dynamics n'a jamais vraiment existé. Dans 5 ans, personne ne se souviendra de l'entreprise. Personne ne se souviendra du prix de l'action et personne ne se souviendra de toi. C'était la punition ultime. Elle ne le mettait pas seulement en faillite. Elle l'effaçait de l'histoire. Elle prenait son héritage et le dissolvait dans l'éther, le rendant propriété commune. Il ne serait pas un méchant dans les livres d'histoire. Il ne serait rien. Marcus tomba à genoux. Le poids physique de la réalisation l'écrasa. Il sanglota, un son sec et haletant. Pourquoi? Il s'étouffa. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement quitté? Pourquoi as-tu dû brûler à la terre? Linda le regarda. Pendant une seconde fugace, une ombre de la femme qui l'avait autrefois aimé passa sur son visage. La femme qui lui avait préparé du café, qui lui avait noué ses cravates, qui avait cru en lui quand il n'était personne. « Parce que tu n'as pas juste brisé mon cœur, Marcus, dit-elle doucement. Tu as brisé ma confiance en la bonté des gens. Tu m'as appris que le silence est dangereux. Alors j'ai décidé de faire du bruit. » Elle se détourna de lui, son costume blanc captant la lumière du panneau de sortie. « Au revoir, Marcus. Essaie de trouver un travail honnête. Cela forge le caractère. » Elle sortit par les doubles portes, les laissant osciller derrière elle. Dehors, l'air était frais et sentait la pluie et l'échappement, l'odeur de New York.
Une voiture noire élégante attendait au trottoir. Julien, son ami fidèle et homme à tout faire, se tenait près de la porte ouverte. « C'est fait, maman ?» demanda Julien. « C'est fait, » dit Linda, se glissant sur le siège en cuir. « Le téléchargement est en direct sur tous les serveurs, » confirma Julien. Le nombre de téléchargements est déjà de milliers. Les blogs technologiques l'appellent le cadeau du siècle. Linda sourit. Elle appuya sa tête contre l'appui-tête et ferma les yeux. « Bien, allons-y, l'aéroport. »« Oui, » dit Linda. « Florence, j'ai besoin de voir le soleil. » Éclaircit la gorge. Alors que la voiture s'éloignait, se fondant dans le flot de taxis jaunes et de bus, Linda ne regarda pas en arrière la maison de vente aux enchères. Elle ne regarda pas en arrière les ruines de son mariage ou l'homme agenouillé sur le sol en béton d'une salle vide. Elle regarda vers l'avant. À l'intérieur du hall, Marcus Thorne se leva finalement. Ses genoux étaient couverts de poussière. Il vérifia ses poches. Son portefeuille était vide. Son téléphone avait été déconnecté ce matin pour non-paiement. Il sortit par la sortie latérale, émergeant dans une ruelle remplie de poubelles. Il commença à pleuvoir, une brune froide et grise. Il remonta son col. Il marcha jusqu'à la station de métro au coin. Il fouilla dans sa poche et trouva une carte de métro froissée avec quelques dollars restants. Il la glissa au tourniquet. Bip. Allez. Il traversa la barre métallique. Il se tint sur le quai, entouré d'étrangers, de navetteurs fatigués et de touristes. Personne ne le regarda. Personne ne savait que l'homme en costume mouillé et mal ajusté avait autrefois été le roi de New York. Le train arriva avec un grincement de métal sur métal. Les portes s'ouvrirent. Marcus entra et attrapa une poignée en plastique. Les portes se refermèrent, l'enfermant. Alors que le train s'ébranlait dans l'obscurité du tunnel, Marcus Thorne regarda son reflet dans la fenêtre sale. Un fantôme le regarda en retour, puis le train disparut dans l'obscurité. L'histoire de Linda et Marcus n'est pas juste un drame sur un divorce. C'est une leçon brutale d'humilité et le danger de sous-estimer les gens qui vous aiment. Marcus pensait que le silence était une faiblesse. Il pensait que parce que Linda ne criait pas, elle n'avait pas de pouvoir. Il apprit trop tard que les gens les plus silencieux détiennent souvent les cartes les plus bruyantes. Linda n'a pas seulement gagné une affaire au tribunal. Elle a démantelé un ego et a retrouvé son identité, prouvant que le vrai pouvoir n'a pas besoin de se vanter. Il a juste besoin d'être prêt. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Linda? Auriez-vous pris le chemin le plus facile? Ou sa vengeance était-elle exactement ce que Marcus méritait? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Si vous avez apprécié cette histoire de justice servie froide, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui vous tiendra en haleine.